Dans ce module, nous allons donner un exemple qui illustre bien tout le processus qui mène au dimensionnement des poutres. Donc, pour les besoins de l'exercice, nous allons considérer la structure qui est illustrée ici à l'écran et qui représente un bâtiment servant de salle d'exposition pour un musée à Québec. Donc, on voit que c'est une structure très simple où on a une structure qui fait 22 mètres de longueur par 8 mètres de large. Dans le sens de la longueur, on a 3 travées. On a 2 travées de 8 mètres et une travée en porte-à-faux de 6 mètres. Donc, on a un porte-à-faux important. Et sur le sens de la largeur, on a une seule travée de 8 mètres. On considère que l'étage fait 3 mètres de hauteur. On va aussi considérer que le toit et les planchers sont construits avec un platelage de bois de 90 mm d'épaisseur qui repose sur une série de poutres et de poteaux en bois lamelé collé. Le plancher est recouvert de dalles de pierre de 20 mm d'épaisseur et le toit est protégé par une membrane imperméable. On considère également qu'on a un mur rideau en verre qui va ceinturer tout le bâtiment. Et donc, le problème qu'on veut résoudre dans cet exemple, c'est de dimensionner les poutres qui soutiennent le plancher. Donc, c'est les poutres qui sont identifiées ici à l'écran. La première étape consiste à estimer les charges mortes. Donc, si on commence avec le toit, au toit, on va avoir le platelage de bois. Donc, on sait que la masse volumique du bois est égale à 5,5 kN par mètre cube si on consulte le tableau approprié, multiplié par l'épaisseur du platelage, 0,09 m, qui va nous donner une charge de 0,5 kN par mètre carré. On va ajouter à ça le poids de la membrane imperméable, qui est égal à 0,3 kN par mètre carré si on consulte aussi le tableau approprié. Puis finalement, on va ajouter les charges mécaniques. Dans ce cas-là, la mécanique ne sera pas très importante. Donc, on va considérer que 0,25 kN par mètre carré, c'est une estimation raisonnable des charges mécaniques. Si j'additionne ces trois valeurs-là, je vais trouver que la charge morte totale qui va s'appliquer sur le plancher, le W indice D, va être égal à 1,05 kN par mètre carré. Je vous rappelle que ça correspond approximativement une charge de 105 kg par mètre carré. Donc, ça nous situe un peu l'ordre de grandeur du poids du toit. Si on passe maintenant au plancher, on va toujours avoir le platelage de bois. Donc, on va toujours avoir 5,5 kN par mètre cube fois l'épaisseur du platelage, 0,09 m, qui va nous donner 0,5 kN par mètre carré, le poids du platelage en bois. On va ajouter à ça le revêtement de pierre. Donc, la pierre, si on consulte aussi le tableau approprié, on a une masse volumique qui est assez grande. On a 27 kN par mètre cube, fois l'épaisseur de nos plaques de pierre, 0,02 m. Donc, ça va nous donner une charge de 0,55 kN par mètre carré. Dans ce cas-là, on s'aperçoit que même si la pierre n'est pas très épaisse, elle est aussi lourde, même un peu plus lourde que le platelage en bois. Et puis, on va toujours ajouter les charges mécaniques qui sont toujours égales à 0,25 kN par mètre carré, comme pour le toit. Donc, en additionnant ces trois charges-là, on va trouver W indice D, la charge morte, qui va être égale à 1,3 kN par mètre carré sur le toit. Et puis, on va avoir pour le mur qui ceinture le bâtiment, on a un mur rideau en verre. Donc, si on consulte toujours là le tableau approprié, on va trouver que pour un mur rideau en verre, la charge morte W indice D est égale approximativement à 1,2 kN par mètre carré. Maintenant, nous allons estimer les charges vives. Donc, en ce qui concerne le toit, la charge vive est constituée par la charge de neige à Québec. Donc, toujours en consultant le tableau approprié, on va trouver qu'à Québec, la charge de neige, W indice L, est égale à 3,8 kN par mètre carré. Et pour le plancher, on va considérer comme charge vive la charge d'utilisation. Donc, comme on est dans un musée, encore là, en consultant le tableau approprié, on va trouver que la charge vive, W indice L, va être égale à 4,8 kN par mètre carré. Après avoir estimé les charges mortes et les charges vives, je peux maintenant passer au calcul des charges majorées. Donc, la première étape,
avant de calculer les charges majorées, consiste à tracer le diagramme de corps libre de ma poutre. Donc, c'est ce que j'ai reproduit ici à l'écran. Donc, si on regarde ce diagramme, on constate que j'ai une poutre qui repose sur 3 appuis. Donc, j'ai une poutre qui est hyperstatique, avec 2 travées de 8 mètres et une travée en porte-à-faux de 6 mètres à l'extrémité droite. Je remarque aussi que ma poutre va supporter une charge uniformément répartie, petit w, qui est représenté en rouge ici à l'écran et qui correspond à la charge de plancher, et également une charge concentrée à l'extrémité du porte-à-faux, à l'extrémité droite de ma poutre, que j'ai représentée ici par la force P, représentée en bleu. Et cette charge concentrée-là correspond en fait à la réaction d'appui du poteau qui est situé à l'extrémité du porte-à-faux et qui supporte la toiture. Donc, ma charge P va être associée à la charge de toiture. Donc, si je calcule mes charges totales majorées, je vais commencer par le plancher. Donc, dans le cas du plancher, ma charge totale majorée, W indice F, va être égale à 1,25 fois ma charge morte plus 1,5 fois ma charge vive. Donc, dans ce cas-là, je vais avoir 1,25 fois ma charge morte qui est égale à 1,3 kN par mètre carré, plus 1,5 fois ma charge vive, qui est la charge d'utilisation, qui est égale à 4,8 kN par mètre carré. Donc, ça me donne une charge totale majorée de 8,8 kN par mètre carré. Si je passe maintenant au mur, dans le cas du mur, je n'aurai pas de charge vive, je n'ai pas de charge vive associée au mur, j'ai uniquement une charge morte. Donc, ma charge totale majorée va être égale à 1,25 fois ma charge morte, donc 1,25 fois le poids du mur, qui est égal à 1,2 kN par mètre carré. Donc, ça va me donner une charge totale majorée de 1,5 kN par mètre carré. Et finalement, il y a la toiture. Donc, pour la toiture, j'ai ma charge totale pondérée, W indice F, qui est égale à 1,25 fois la charge morte de la toiture, que j'ai calculé précédemment, égale à 1,05 kN par mètre carré, plus 1,5 fois la charge vive, qui est dans ce cas-là la charge de neige, qui est égale à 3,8 kN par mètre carré, donc qui donne une charge totale majorée de 7 kN par mètre carré. Je peux donc maintenant calculer ma charge W, ma charge uniformément répartie, qui va solliciter ma poutre sur toute sa longueur. Donc, ma charge W va être égale à la charge de plancher plus la charge de mur. Donc, en ce qui concerne la charge de plancher, j'ai une charge totale majorée de 8,8 kN par mètre carré fois la largeur tributaire de ma poutre. Dans ce cas-là, ma structure fait 8 mètres de large et repose sur 2 poutres aux 2 extrémités. Donc, chacune de ces poutres-là va supporter une largeur tributaire de plancher de 4 mètres. Donc, ma charge totale de plancher va être égale à 8,8 kN par mètre carré fois 4 mètres de largeur. En ce qui concerne le mur, mon étage fait 3 mètres de haut. Donc, ma poutre va supporter une portion de mur sur 3 mètres de haut. Donc, ma charge de mur va être égale à 1,5 kN par mètre carré fois 3 mètres de hauteur. Donc, ça me donnait au total pour le plancher 35,2 et pour le mur 4,5. Si j'additionne ces deux valeurs-là, je vais avoir une charge totale majorée de 39,7 kN par mètre linéaire de poutre qui va s'appliquer sur ma poutre. Si je passe maintenant au calcul de la charge vive non majorée, je vais en avoir besoin lorsque je vais calculer les déformations. Donc, si je considère uniquement la charge vive non majorée, le mur n'intervient pas parce que, comme je l'ai mentionné précédemment, il n'y a pas de charge vive associée au mur. Donc, c'est uniquement la charge de plancher. Donc, je vais avoir 4,8 kN par mètre carré qui est ma charge vive non majorée sur mon plancher, ma charge d'utilisation, fois la largeur tributaire de ma poutre qui est égale à 4 mètres. Donc, ça va me donner une charge vive non majorée de 19,2 kN par mètre linéaire. Si je pense maintenant à ma charge concentrée à l'extrémité du porte-à-faux, comme je le mentionnais, je vais supporter je vais avoir la réaction d'appui du poteau qui supporte la toiture, donc je vais avoir une charge de toit, et je vais avoir aussi le mur qui est perpendiculaire ou à l'extrémité du porte-à-faux, mon mur rideau, va être supporté également à l'extrémité de ma poutre. Donc, je vais avoir la charge de mur qui va s'additionner. Si je calcule ça pour ma charge totale majorée, je vais avoir, dans le cas du toit, ma charge de plancher qui est égale à 7 kN par mètre carré, fois l'air tributaire du poteau.
Dans ce cas-là, l'aire tributaire du poteau, en largeur, mon bâtiment fait 8 mètres. Donc, chaque poteau va reprendre la moitié de cette largeur-là, donc 4 mètres de large. Et en longueur, je vois sur mon diagramme de corps libre que mon porte-à-faux fait 6 mètres de longueur. Donc, mon poteau à l'extrémité va reprendre la moitié de cette surface-là, 3 mètres. Donc, en fait, je m'aperçois que l'aire tributaire de mon poteau va être égal à 4 mètres fois 3 mètres, donc 12 mètres carrés, fois mon 7 kN par mètre carré, ça va me donner ma charge concentrée totale qui correspond à la réaction d'appui du poteau. À ça, je vais ajouter la charge du mur. Donc, mon mur a une charge totale majorée de 1,5 kN par mètre carré. Mon mur fait 3 mètres de hauteur, donc je vais multiplier par 3 mètres. Et la largeur tributaire de mon mur est également égale à 4 mètres. Mon mur fait 8 mètres de long, mais il y a la moitié du mur qui va être repris par chacune des deux poutres. Donc, chaque poutre va prendre une longueur de mur égale à 4 mètres. Donc, ça me donne une charge totale pour le mur qui est égale à 1,5 kN par mètre carré, fois 3 mètres, fois 4 mètres. Si je calcule ça, je vais trouver que ma charge totale majorée pour la toiture est égale à 84 kN, auquel je vais ajouter 18 kN pour ma charge de mur. Donc, ça me donne une charge totale majorée de 102 kN en concentré à l'extrémité du porte-à-faux. Si je considère maintenant uniquement la charge vive non majorée, donc encore là, le mur n'intervient pas parce qu'il n'y a pas de charge vive associée au mur. Donc, je vais avoir ma charge de toiture, j'ai ma charge de neige qui va être égale à 3,8 kN par mètre carré, fois l'aire tributaire de mon poteau, là, 12 mètres carrés, là, 4 mètres fois 3 mètres. Donc, ça va me donner une charge vive non majorée de 45,6 kN à l'extrémité du porte-à-faux. Donc, maintenant, j'ai mon diagramme de corps libre et j'ai calculé toutes les charges qui s'appliquent sur ma poutre. La prochaine étape consiste à tracer le diagramme des efforts internes sur ma poutre. Dans ce cas-là, comme j'ai une poutre hyperstatique, je peux pas tracer facilement ce diagramme-là, c'est pas un cas courant, donc je vais utiliser le logiciel Dr. Beam Pro. Donc sur Dr. Beam Pro, je vais reproduire ici la structure que je vois à l'écran. J'ai ma poutre sur 3 appuis, avec 3 travées, 2 de 8 mètres et une de 6 mètres, et je vais appliquer sur cette poutre-là une charge totale majorée de 39,7 kN par mètre, uniformément répartie sur toute la longueur, et une charge totale majorée concentrée de 102 kN à l'extrémité du porte-à-faux. C'est les charges que je viens de calculer précédemment. Donc, si je rentre ça sur le logiciel Dr. Beam Pro, le logiciel va me calculer mes réactions d'appui. Donc, ici, j'ai reproduit à l'écran les réactions d'appui qui ont été calculées par le logiciel. Donc, je vois à l'appui gauche une réaction d'appui de 161 kN. À l'appui central, j'ai une réaction d'appui de 148 kN. Et à l'appui droit, j'ai une réaction d'appui beaucoup plus grande qui est égale à 667 kN. Le logiciel va me tracer le diagramme des efforts tranchants que j'ai reproduit ici à l'écran. Donc, je m'aperçois dans ce cas-là que l'effort tranchant le plus grand est situé juste à gauche de l'appui droit, vers le porte-à-faux, et que cet effort tranchant-là est égal à 340 kN. Le logiciel va également me tracer le diagramme des moments fléchissants. Donc, je constate que au centre de la travée gauche, par exemple, je vais avoir un moment fléchissant positif de 325 kN, mais que mon moment le plus important va être situé au-dessus de mon appui droit, et que ce moment-là, je vais avoir un moment négatif de 1326 kN mètre. Le fait que mon moment est négatif à cet endroit-là, ça signifie que le bas de ma poutre va être comprimé et que le haut de ma poutre va être tendu. Si vous imaginez la déformation de la poutre, là, on voit bien que la déformation va se faire de telle sorte que le bas de la poutre est comprimé et le haut est tendu. Donc, ces diagrammes d'efforts internes-là me donnent les efforts maximaux. Donc, les efforts maximaux, l'effort tranchant maximal est égal à 340 kN et le moment fléchissant maximal est égal à 1326 kN mètre. Dans ce cas-là, je m'aperçois
que mon effort tranchant maximal et mon moment fléchissant maximal sont situés au même endroit sur ma poutre, mais c'est pas toujours le cas. Je pourrais avoir mon effort tranchant maximal qui est pas au même endroit que mon moment fléchissant maximal. Donc, j'ai mes efforts internes maximaux. Maintenant que je connais les efforts maximaux causés par l'application des charges pondérées, Maintenant que j'ai choisi une poutre en fonction de la résistance, je vais vérifier si les déformations arriveraient si on retirait l'appui central. Donc, pour le savoir, c'est simple. On n'a qu'à le retirer et analyser notre poutre avec le Shell Dr. Beam Pro. Donc, si on fait ça, on va obtenir ce que j'ai ici à l'écran. Donc, si je retire l'appui central, plutôt qu'avoir deux travées de 8 mètres et une travée de 6 mètres en porte-à-faux, je vais avoir une travée centrale de 16 mètres et une travée en porte-à-faux de 6 mètres. Donc, j'ai reproduit ici la flèche causée par la charge vive non majorée et les efforts internes, là, V et M, causés par les charges majorées. Je m'aperçois, si je regarde en bas de l'écran, que mon moment n'a pas changé. Mon moment maximum est toujours égal à 1326 kN au-dessus de l'appui droit. Bon, mon moment au centre de ma travée centrale a augmenté par rapport à ce que j'avais précédemment. Il est maintenant égal à 693. Mais de toute façon, ça ne changera pas le dimensionnement de ma poutre parce que mon moment maximum n'a pas changé. Si je regarde mon effort tranchant, mon effort tranchant a augmenté légèrement. Si vous vous souvenez, auparavant, mon effort tranchant maximum était de 340 kN au-dessus de l'appui. Là, mon effort tranchant maximum est toujours au-dessus de l'appui droit, mais il est situé à droite de l'appui droit puis est égal à 401 mm. Donc, j'ai augmenté mon effort tranchant de 60 kN. J'ai augmenté légèrement mon effort tranchant, mais je m'aperçois, par exemple, que ma déformation a diminué beaucoup. Ma déformation maximale est plus à l'extrémité de mon porte-à-faux. Elle est au centre de ma travée centrale. Elle est égale à 11,8 mm au centre de ma travée centrale, qui est à peu près égale à la déformation à l'extrémité de mon porte-à-faux, qui est égale à 11,3 mm. Donc, dans ce cas-là, je m'aperçois que ça change pas grand-chose. En fait, j'ai augmenté un petit peu l'effort tranchant, mais sinon, l'enlèvement du poteau n'a pas vraiment été négatif. C'est-à-dire que dans ce cas-là, ça ne me demanderait pas un gros effort si je le souhaitais d'éliminer le poteau intermédiaire et d'avoir une plus longue portée. Je pourrais aussi me demander ce qui arriverait si je diminuais la longueur du porte-à-faux. Donc, pour le savoir, il suffit d'utiliser le logiciel Dr. Beam Pro en modifiant la géométrie de ma poutre. Donc, j'ai reproduit ici à l'écran les résultats obtenus lorsque je diminue mon porte-à-faux de 6 mètres à 3 mètres. Donc, auparavant, mon porte-à-faux faisait 6 mètres. Ici, je l'ai ramené à 3 mètres. Donc, j'ai augmenté mes deux travées de gauche qui étaient initialement à 8 mètres. Je les ai augmentés à 9,5 mètres et j'ai ici à l'écran les résultats obtenus. Donc, je constate que si je regarde mon effort tranchant est réparti beaucoup plus uniformément que précédemment. Et dans ce cas-ci, mon effort tranchant maximum est égal à 223 kN et il est maintenant situé au-dessus de l'appui central. Donc, si je me souviens précédemment, j'avais un effort tranchant de 340 kN. Donc, j'ai réduit mon effort tranchant de façon appréciable. Si je regarde mon moment fléchissant, le gain est dans ce cas-là beaucoup plus spectaculaire. Donc, je m'aperçois que mes moments sont répartis de façon beaucoup plus uniforme sur toute la longueur de la poutre. Et j'ai mon moment maximum qui est toujours au-dessus de l'appui droit, mais qui dans ce cas-là est égal à 484 kN/m comparativement à 1326 dans le cas précédent. Donc, je m'aperçois que j'ai diminué de façon extrêmement importante mon moment au-dessus de l'appui. Si je regarde les flèches causées par les charges vives non majorées que j'ai reproduit ici en haut de l'écran, c'est toujours pour le même profilé, c'est-à-dire pour une poutre en bois lamelé collé qui ferait 265 mm de largeur par 1254 de hauteur. Je m'aperçois que dans ce cas-là, ma flèche a diminué beaucoup. Dans le cas précédent, j'avais pratiquement 25 mm
Et ici, je suis à moins de 10 mm. Là, j'ai 9,8 mm. Donc, j'ai réduit de façon très importante mes flèches. Et j'aurai une flèche aussi dans la travée centrale de gauche là, qui serait égale à 7,8 mm. Donc, je m'aperçois que globalement, le fait de réduire mon porte-à-faux de 6 à 3 mètres s'avère très positif d'un point de vue structural. Donc, ça diminue de façon importante mes efforts internes et mes déformations. Maintenant, si on choisit un nouveau profilé pour nos nouveaux efforts, bien évidemment, notre profilé. Pour compléter cet exemple, on peut se poser la question de savoir ce qu'on obtiendrait si on remplaçait les poutres en bois lamelé collé par des poutres en acier. Donc, c'est ce qu'on va faire ici. Donc, pour les poutres qu'on a déjà dimensionnées précédemment, on a les mêmes efforts. Donc, si on veut choisir un profil en acier, on va aller dans la table de sélection des profils en acier. J'ai reproduit ici à l'écran à droite une partie du tableau de sélection. Donc, en fait, mes efforts sont les mêmes. J'ai un moment MF de 484 kN/m. Donc, je veux choisir un profilé qui a un moment résistance supérieur ou égal à cette valeur-là. Donc, je vais partir dans le bas de mon tableau et je vais remonter en considérant que les lignes en rouge, les premières lignes de chaque section, jusqu'à ce que je trouve un profilé qui a une résistance plus grande ou égale à 484. Donc, si je regarde en bas du tableau, j'ai le profilé de W460 par 61, qui a une résistance en flexion MR de 401 kN/m, donc c'est insuffisant. Je vais remonter dans la section suivante du tableau. Donc, je vais avoir le W530 par 66, qui a une valeur de MR est égale à 484 kN, donc c'est exactement égal à mon MF. Donc, ça va. Donc, le profilé que je vais choisir, c'est le profilé W530 par 66. Donc, pour ce profilé-là, comme je le mentionnais, j'ai un MR qui est égal à 484 kN/m, donc qui est égal au MF. Et j'ai un VR qui est égal à 927 kN, donc qui est bien supérieur à ma valeur de VF qui était égale à 223 kN. Donc, dans ce cas-là, contrairement à ce que j'avais dans le cas du bois lamelé collé, le dimensionnement de ma poutre va être largement gouverné par le moment fléchissant et l'effort tranchant. Dans ce cas-là, j'ai une résistance bien supérieure à ce qui est requis. Comme je l'ai déjà mentionné, c'est à peu près toujours le cas en acier. En acier, c'est à peu près toujours le moment fléchissant qui est le facteur le plus contraignant. Maintenant, il me reste à calculer les déformations dues aux charges vives non majorées. Donc, je vais aller dans Dr. Beam Pro. Je vais reprendre ma poutre avec la charge vive non majorée et je vais changer les propriétés géométriques de ma poutre. Donc, dans ce cas-là, je vais changer deux choses. Je vais changer le module élastique. Donc, je vais remplacer le module élastique du bois qui était égal à 13,1 gigapascal. Je vais remplacer ça par le module élastique de l'acier qui est égal à 200 gigapascal dans le menu là, Info sous Beam Properties. Et puis, je vais changer aussi les propriétés géométriques de mon profilé. Dans ce cas-là, le logiciel Dr. Beam Pro a déjà une base de données intégrée avec les principaux profilés utilisés en Amérique du Nord. Donc, comme le logiciel fonctionne dans le système anglais, c'est la désignation dans le système impérial. Donc, si vous regardez au tableau, dans l'encadré rouge à droite, on a mon profilé W530 par 66 qui correspond dans le système impérial à un profilé W21 par 44. Donc, lorsque je vais aller dans Dr. Beam Pro, j'ai sous Info, j'ai un menu Steel Section que j'ai représenté ici en bas à droite. Donc, dans ce menu-là, je vais aller choisir la famille des profilés. C'est ce qu'on voit, c'est ce que vous voyez ici dans le petit carreau en bas à droite de l'écran. La famille des profilés W21. Et ensuite, j'ai un menu déroulant où je vais choisir le profilé W21 x 44. Et à ce moment-là, je vais faire Apply en bas à gauche de l'écran et le logiciel va automatiquement remplacer les propriétés de ma poutre par les propriétés de ce profilé en acier-là. Donc, si je fais ça, que je regarde le profil des déformations qui m'est donné par Dr. Beam Pro, je vais avoir exactement le même profilé de déformation que précédemment pour la poutre en bois lamelé collé. Par contre, dans ce cas-là, mes flèches vont être plus grandes. Je vais apercevoir que ma flèche maximale est égale à 20,5 mm comparativement à 9,8 mm que j'ai obtenu précédemment avec du bois lamelé collé. Donc, ma flèche est plus grande, mais de toute façon, ma flèche maximum de 20,5 mm est toujours inférieure
à ma flèche admissible de 25 mm. Donc c'est correct, ce qui fait que finalement, si j'utilisais des poutres en acier, je choisirais un profilé W530 par 70. Je vous rappelle que dans la même section, il y aurait d'autres profilés qui auraient des résistances comparables, mais ces profils-là sont généralement soit plus lourds, donc plus coûteux, ou bien c'est des profilés qui sont moins disponibles de façon standard chez les fournisseurs d'acier au Canada. Pour comparer les deux possibilités, c'est-à-dire l'option